Belnaud fait partie de l'ITEPMAI et il va nous parler ce soir des actifs végétaux en agriculture. Donc j'imagine, tu es agronome, Denis ? Eh ben non. Je suis pharmacien, c'est déjà bien. Voilà, donc Denis est pharmacien. On a dit tout à l'heure que c'était très important. Donc tu vas nous parler des actifs végétaux parce que c'est ta spécialité aussi, c'est-à-dire les actifs végétaux utilisés en agriculture. Et tu travailles à l'ITEPMAI, responsable du service phytochimie normalisation. Tu fais partie et travailles dans des différents groupes de la pharmacopée européenne et française, mais aussi à l'AFNOR. Voilà, on dit souvent que Denis est un expert des actifs végétaux. Donc, je vais te laisser commencer ta conférence autour de ce thème. Bon, merci Bruno. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Alors, je vais vous parler de deux grands axes d'utilisation de ces actifs végétaux. Le premier axe, c'est en élevage, et le deuxième axe, c'est en protection des cultures. Donc, pour ceux qui étaient là avant, vous avez eu en fin d'après-midi déjà pas mal d'informations sur l'utilisation d'un certain nombre de produits, dont des actifs végétaux en protection des cultures. Mais bon, c'est un regard un peu autre, puisque moi, je ne suis pas du tout sur le terrain, je suis que dans mon labo et sur mon ordinateur pour faire de la biblio. Alors, un petit historique. Donc, tu vas nous faire d'abord un petit historique sur l'utilisation des actifs végétaux en élevage, en agriculture, mais un petit focus sur l'élevage, s'il te plaît. Hein. Avec plaisir. Donc, une date importante, c'est janvier 2006, qui a vu en fait la mise en application de tout un tas de réglementations européennes qui aboutissaient en fait à l'élimination des derniers antibiotiques utilisés ou utilisables comme facteurs de croissance en élevage, en alimentation animale. Alors si on replace ça sur une échelle d'à peu près une vingtaine d'années, dès les années 95, il y a eu les premiers essais d'incorporation d'huile essentielle dans des additifs par des façonniers, de Pays de Loire, de Bretagne, et puis évidemment d'autres régions aussi. En gros, peut-être ça a commencé avant, mais nous, à l'ITEPMAI, on était contactés dans ces années-là où les gens commençaient à se dire « Tiens, mais pas d'antibiotiques, qu'est-ce qu'on va mettre ? On fait un peu de bio, des produits super efficaces contre tous les microbes et toutes les véroles. Il y a les huiles essentielles, on va les tester. » Donc c'est de ça que tu vas nous parler là ce soir ? Eh bien, voilà, c'est de ça. Alors pas que des huiles essentielles, mais de tout ce qui tourne autour de leur utilisation. Donc on a eu, à l'ITEPMAI, pas mal de demandes d'informations et de mise au point de méthodes d'analyse, puisque rien n'existait dans ce domaine, c'est-à-dire tous ces produits d'origine végétale dans les aliments industriels pour les animaux d'élevage. On a eu tellement de questions qu'on a fini par sortir une excellente publication en vente dans cette salle. Non, elle n'est pas en vente, mais donc qui est disponible. On a fait justement la synthèse, alors ça date de 2007, de tout ce qu'on a pu trouver dans la littérature sur des utilisations d'extraits végétaux en alimentation animale principalement. Les gens donc, qui se sont mis à utiliser des huiles essentielles comme substitut de leurs antibiotiques ont commencé à se dire finalement peut-être qu'il y aurait d'autres choses intéressantes à faire avec d'autres extraits de végétaux que les huiles essentielles. Donc petit à petit on a vu apparaître d'autres utilisations qui vont être diminuer le stress chez l'animal, améliorer sa prise de poids, etc. et avec d'autres produits que les huiles essentielles. Et puis, cerise sur le gâteau, même la FDA, donc l'organisme américain qui regroupe chez eux ce qui correspond chez nous à l'ANSES et puis à l'Agence du médicament, a approuvé une directive concernant l'alimentation animale. Et en gros, cette directive qui a pris effet au 1er janvier 2017 interdit l'usage d'antibiotiques en élevage à titre préventif, comme on faisait en Europe, comme facteur de croissance. Donc c'est quand même là un coup de tonnerre dans le monde de l'utilisation des antibiotiques à tout va. Alors ces actifs végétaux en élevage, il y a deux grands types d'utilisation. Le premier donc c'est l'alimentation, voilà. Et puis le deuxième, ça va tourner autour des soins de l'animal. Alors je mets soins parce qu'il y a une partie réglementaire un peu compliquée avec ce qui existe dans la loi, ce qui se fait en pratique, etc. Donc les soins, ça peut être ça, donc de la vaccination, faciliter la prise des vaccins, etc. Puis évidemment, ça peut être la calinothérapie, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, on est dans un milieu qui est en fait très réglementé. On ne peut a priori pas donner n'importe quoi à ces animaux d'élevage. Il y a des règlements européens, un de 2009 qui organise un petit peu la mise sur le marché des aliments
pour l'alimentation animale. Et puis, il y a même un catalogue de toutes les matières premières qu'on va pouvoir utiliser. Donc voilà, il existe, hein. C'est pas moi qui l'ai cauchemardé. Il y a en gros 13 classes de matières premières, donc les voilà. Donc on trouve sans surprise tout un tas de produits qui viennent assez spontanément à l'esprit, des céréales, etc., sous diverses formes, des tubercules, etc., etc. Et puis il y a une catégorie 7, celle-là, là, dans laquelle on trouve alors, des écorces. Donc peut-être que du coup on peut mettre plein d'écorces de la filière PAM, pourquoi pas, je ne sais pas. Des fleurs, là aussi on en a plein. Des feuilles, sans autre précision. Donc il y a peut-être une possibilité d'utiliser tout un tas de nos plantes uniquement sous forme de feuilles, comme matière première. Et puis il y a nommément 2 drogues végétales au sens pharmacie à base de plantes, la racine de réglisse et puis la menthe. Bon, alors la menthe, pour l'Union européenne, là, sur ce règlement, c'est toutes les menthes, hein, la menthe douce, la menthe poivrée, la menthe verte, et puis quelle que soit la présentation. Et donc voilà, s'il y a la menthe qui peut être une matière première, ça veut dire que ça peut représenter 15-20% de l'aliment, quoi. Pourquoi pas d'autres plantes, pourquoi pas la mélisse, pourquoi pas... Enfin bon. Donc je suggère et je m'interroge. Pourquoi avoir sorti celle-là, mettre celle-là en évidence? C'est pas écrit dans le texte et la chanson ne le dit pas. Donc à côté de ces aliments, donc les matières premières, il y a des additifs qui ont aussi évidemment leur définition réglementaire. Alors on dit que ce règlement ne s'applique pas aux auxiliaires technologiques et aux médicaments vétérinaires. C'est là qu'en fait il peut y avoir un flou un petit peu artistique, ou au moins réglementaire, entre le passage entre un aliment qui va soigner ou traiter ou prévenir quelque chose et puis un vrai médicament vétérinaire. Donc c'est des choses à regarder de près et donc ça fait partie des complications à l'utilisation d'extraits végétaux en élevage. Alors, il y a une définition, voilà, c'est tout un tas de trucs, etc., qui peuvent être délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau, et qui doivent remplir un certain nombre des fonctions suivantes. Voilà. Il faut, curieusement, que ça ait un effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux, aussi sur les caractéristiques des produits d'origine animale, c'est-à-dire qu'on va sortir de son élevage, que ce soit la viande, le lait, etc. Un effet positif sur la couleur des poissons et d'oiseaux d'ornement, ils ne sont pas oubliés. Répondre aux besoins nutritionnels des animaux, un effet positif sur les conséquences environnementales de la production animale, et donc on voit l'utilisation d'un certain nombre d'extraits de plantes pour diminuer la teneur en ammoniac dans les déjections animales ou les rejets de CO2 par les ruminants. Donc ça va rentrer dans cette action-là. Et puis avoir un effet positif sur la production, le rendement, le bien-être des animaux, en particulier en jouant sur leur flore gastro-intestinale ou sur la digestibilité des aliments, ou avoir un effet coccidiostatique et histonomonastique. Alors les 2 derniers que je ne vais pas redire parce que j'ai eu un petit peu de mal la première fois, hein, ce sont en fait des maladies assez courantes dans certains types d'élevage. Alors quand on veut commercialiser un additif, eh ben, il faut avoir une autorisation, c'est toute une démarche européenne, et c'est un petit peu compliqué à avoir. Parmi les grands points pour avoir un additif, il ne doit pas, curieusement, avoir d'effet néfaste sur la santé de l'animal, ni sur la santé de l'homme qui va consommer l'animal, ni sur l'environnement. Il ne doit pas être présenté, alors ça c'est le problème d'étiquetage, de manière à induire en erreur l'utilisateur. Donc voilà, réflexion philosophique. Et porter atteinte au consommateur en altérant un certain nombre des caractéristiques spécifiques du produit d'origine animale ou induire le consommateur en erreur, etc., etc. Donc voilà, déjà, dans une définition, il y a tout un tas de caractères négatifs. Et après, ils sont divisés en un certain nombre de catégories. Donc les additifs technologiques, comme dans la plupart des produits industriels, que ce soit un médicament, une soupe toute prête ou des choses comme ça. Donc c'est des produits qui vont faciliter la mise en œuvre dans l'usine des différents ingrédients pour avoir un produit commercialisable, stable, etc. Des additifs sensoriels, bon, ça parle de soi, enfin tout seul. Des additifs nutritionnels, des additifs zootechniques, et puis toujours à la fin les coccidostatiques et histomonostatiques. Et hop, je lis. Dans la première catégorie, on va retrouver des antioxydants, des conservateurs, des additifs, etc. En particulier les additifs pour l'ensilage. Donc là, ça ne concerne pas trop, sauf la catégorie antioxydants et certains émulsifiants, notre filière. Deuxième catégorie, aromatisants et colorants, ça tombe bien parce qu'on en a plein. Donc voilà. Additifs nutritionnels, a priori, c'est assez fermé, c'est vitamines, acides aminés, oligoéléments, donc on n'est pas trop concerné. Et dans les zootechniques, on a des stabilisants de la flore intestinale et des améliorateurs de la digestibilité. Donc il y a un certain nombre d'extraits qui ont été testés
avec des succès variables, mais extraits donc de plantes de notre filière pour améliorer ces deux paramètres, influer la flore intestinale et améliorer la digestibilité. Et la dernière catégorie, qui est chiante à dire, on n'a pas grand-chose non plus. En fait, dans cette réglementation, dans un certain nombre de cas, il va falloir se préoccuper de ce qu'on appelle une LMR, c'est-à-dire une limite maximum de résidus, c'est-à-dire une certaine quantité du produit qu'on ne doit pas retrouver dans le produit final. En gros, on peut donner quelque chose à un additif à une vache, mais il ne faut pas dépasser une certaine dose de résidus dans le lait ou dans le beefsteak. Alors je t'arrête, Denis, tu parles de traces donc qu'on retrouverait dans les produits animaux. Et est-ce que c'est possible de retrouver des traces des actifs végétaux aussi? Alors il y a effectivement quelques exemples publiés. Par exemple, là, c'était dans un dossier qui a été déposé pour faire un additif à base d'huile essentielle d'origan, avec des analyses donc, sur du poulet et sur des, je crois que j'ai marqué, du poulet et des porcelets, donc de l'huile essentielle d'origan. Le contrôle, en fait, il dosait le thymol et le carvacrol, qui sont quand même deux composants importants de cette huile essentielle. Il n'y en a pas dans les animaux qui n'ont pas été alimentés, nourris avec ce produit contenant l'huile essentielle. Et pour ceux qui ont reçu la nourriture supplémentée en huile essentielle d'origan, on voit qu'on trouve des traces, alors en teneurs différentes, suivant qu'il s'agit du gras du poulet, du gras de cochonou, porcelet, voilà, ou du foie, ou dans les muscles. Et le carvacrol, qui est le constituant principal de l'huile essentielle d'origan, est apparemment bien concentré dans le foie pour le poulet. Et puis là aussi, c'est la même chose pour le porcelet. Et puis, si on regarde un petit peu les chiffres en détail, oui, là, on est en ppm, c'est-à-dire en parties par million, donc ça fait quand même pas des quantités énormes. Je ne suis pas sûr que ça suffise à aromatiser la viande. Mais dans les huiles essentielles qui ont été utilisées, bon, globalement, il y avait entre 2 et 5% de thymol et puis à peu près 60% de carvacrol. Et si on regarde les proportions thymol-carvacrol dans donc, les différentes parties des animaux qui ont été testés, on respecte à peu près bien ce ratio de 1 sur 10. Bon, donc, on retrouve bien des proportions, et ces proportions sont conformes à ce qu'on avait donné à l'animal. Alors, sur cet origan, qui est quand même un des produits les plus vantés en tout cas, il y a 150 entreprises qui disent que c'est eux qui l'ont découvert, qui l'ont breveté, etc. Là, par exemple, c'est une entreprise, enfin un groupe en Grèce, qui ont démontré en 2002 que c'est un effet antioxydant sur les tissus du poulet. Et donc, ils ont fait des essais en démontrant que si on alimentait son élevage avec de l'origan, d'huile essentielle d'origan, on améliorait la résistance des filets de poulet à l'oxydation. Donc, on mesure son ranciment avec différentes techniques. Donc, ça, publié en 2002. En 2006, ils ont démontré aussi que ça permettait de combattre un certain nombre de maladies infectieuses, et en particulier une maladie à protozoaire. Là. Bon, ils ont mis bactéria, mais je pense que bactéria, ça veut dire protozoaire en grec. Emeria tenella. Et donc, ça a une efficacité qu'ils ont réussi à démontrer, donc ça paraissait intéressant. C'est ce qui est écrit après. Hop. Et puis, en 2013, ils ont aussi publié des articles qui ont été repris par un journal anglais, comme quoi la consommation d'huile essentielle d'origan permettait de diminuer l'émission de méthane chez les ruminants. Donc, un produit formidable. Voilà. Et puis là, on a une autre entreprise, un Repas Farm, je crois qu'ils sont autrichiens, et qui disent qu'en fait, c'est eux qui ont fait des brevets dès 1914 avec un produit complètement naturel, l'huile essentielle d'origan, et que donc, ils ont aussi des choses géniales. Donc, voilà, tous les produits qui sont sur leur site. Et je l'ai mis parce que j'aime bien leur humour. Donc voilà, ça c'est leurs clients satisfaits, donc voilà tout ce qu'ils donnent. Alors les œufs, je ne sais pas si ça parle beaucoup, mais en tout cas les autres, ils ont l'air contents. Très bien, donc là, tu nous dis qu'en fait, il y a déjà beaucoup de publications en fait, sur le sujet. Et la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur ces publications pour travailler à la suite? En fait, on a monté là, avec l'Institut de l'élevage qui s'appelle l'ITAVI un programme
case d'art qui s'appelle Mexavi. Et on a un spécialiste de ce projet dans la salle, s'il veut bien se montrer. Bonjour à tous. Donc, je vais vous dire quelques mots sur le projet Mexavi, donc, qui est, comme l'a dit Denis, un projet en partenariat notamment avec l'ITAVIC, l'Institut avicole, plutôt que de l'élevage. Bon élevage de volailles. Et du coup, l'objectif de ce projet, c'était de développer une méthodologie permettant d'évaluer l'efficacité des extraits végétaux pour améliorer les stimulations des défenses des volailles. On est toujours dans l'idée de supprimer les antibiotiques en élevage avicole. Du coup, il y avait deux solutions. C'était on les remplace par d'autres produits ou on stimule les défenses des volailles. Du coup, donc voilà. Donc c'est un projet avec différents partenaires là, que j'ai cités, l'ITAB, l'INRA, Nutricia, qui est une filiale de Maïs Adour. Et différents, donc ça c'est les partenaires qui participent activement et qui ont des actions dans le projet, et différents partenaires cités juste à côté qui ont participé au pilotage des différentes actions. Donc Mexavi, qu'est-ce que c'est? L'idée c'était de partir de la sélection des extraits, donc comment choisir quelle plante, et aller jusqu'à l'efficacité biologique des extraits, donc sur les volailles en conditions réelles. Donc là, je vais parler plus précisément de la première partie, qui est la sélection des extraits, qui était la partie que Denis pilotait. Et vas-y, tu peux zapper. Et donc, c'était comment trouver dans la littérature des extraits a priori efficaces. Extrait végétal, on l'a vu cet après-midi, ça peut être très hétérogène, c'est souvent des mélanges assez complexes. Et en plus, les expérimentations en animal sont souvent faites par des spécialistes de la zootechnie, pas par des phytochimistes. Et donc, il fallait aussi qu'on voit si les extraits utilisés, on pouvait les reproduire. Et en gros, si dans les résultats qu'ils donnent dans les publications, si on était capable de refaire exactement la même expérimentation. Et en ce qui nous concerne, est-ce qu'on est capable de reproduire exactement l'extrait testé. Avec pour objectif, du coup, de tester, après, dans les différentes étapes, à peu près une dizaine d'extraits prédéfinis pour arriver à la fin, on espère, à deux extraits efficaces. Du coup, tu peux toutes les mettre. Du coup, ce travail préliminaire a été fait par un groupe d'experts. Donc en gros, c'est donc le comité de pilotage de Mexavi, donc qui comprend l'ITEPMAI, l'ITAB, l'ITAVI, les INRA. Ça adjoint les compétences d'autres experts, que ce soit en zootechnie ou en phytochimie, donc par des universitaires ou des industriels, des extracteurs, pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on doit retrouver dans une publication, donc, et pour la partie phytochimie et pour la partie zootechnie, comme information permettant de reproduire l'expérimentation et de retrouver du coup les mêmes résultats. Et donc pour ce faire, on est parti sur l'idée de faire deux types de grilles d'évaluation de la publication. Donc une grille qui permet d'évaluer la qualité de la publication, donc de l'expérimentation mise en place, et puis une grille d'évaluation de l'efficacité de l'extrait, parce qu'on peut avoir une très belle publication, très rigoureuse, mais avec un extrait qui à la fin ne marche pas et donc qui ne nous intéressera pas de le tester par la suite. Du coup, donc voilà, la démarche, les deux grilles que nous avons à créer et quel niveau de preuve du coup on peut trouver dans la publication permettant de convenir des effets donc, immunitaires, anti-inflammatoires et pour maîtriser le stress oxydatif. Et donc après mettre ces deux grilles en test sur une liste d'articles que nous aurons définis. Donc voilà, donc la grille de lecture, deux parties, la partie animale et la partie végétale. La partie animale, je ne vais pas trop m'étendre dessus. La partie végétale, on a défini, donc le groupe a défini les 4 grands critères à suivre de près, donc à savoir la plante, est-ce qu'on va trouver le nom latin de la plante, la variété s'il y a besoin de la variété, la partie de la plante utilisée, stade de récolte, etc. L'extrait, comment il fait l'extrait, quel solvant, quelle recette, on va dire, d'extraction. Les méthodes analytiques, si ou pas, d'ailleurs il y a analyse dans la publication, ce qui n'est pas toujours le cas. Et la guiding, c'est comment l'extrait va être intégré à l'aliment, ou en tout cas comment il va être donné à la volaille. Et ensuite, il y aura la grille d'évaluation de l'extrait, donc là qui va reprendre un certain nombre de critères. Donc là, c'est plutôt des critères zootechniques permettant de prouver l'efficacité ou pas
de l'extrait, donc soit en fonction voilà, du groupe témoin, etc., voir si l'efficacité est significative. Hop. Et enfin, une fois qu'on avait ces 2 grilles validées, donc ça c'est un travail qui a été fait par le groupe et qui a été repris par des étudiants pendant 3 mois d'Unilassal à Beauvais, donc qui ont pris en main ces grilles, donc un œil neuf, on va dire, sur les grilles qui a permis de voir si ce que nous, entre guillemets experts, on avait mis était facilement utilisable par des non-avertis. Et donc, une fois que ces grilles étaient faites, il fallait avoir des articles, parce que c'est sympa d'avoir des grilles, mais maintenant, il faut avoir des articles pour les tester. Et donc ça a été le boulot de l'ITEPMAI en particulier. Donc le groupe d'experts, en plus des grilles, a déterminé des mots-clés pour faire notre recherche bibliographique, que nous avons donc faite sur différents serveurs, différents outils en ligne. Et donc avec certains de ces mots-clés-là, nous avons trouvé à peu près 1000 articles recensant à peu près une 50aine de plantes. C'est bien sûr de la biblio internationale. Et du coup, 50 extraits à tester, on en avait 10 au maximum au départ. Il fallait faire un tri. Comment faire ce tri? Ces pré-tri avant de passer les grilles. Du coup, on a regardé déjà si on avait un minimum d'informations sur la plante, ne serait-ce qu'avoir le nom latin de la plante, et puis voir si elle apparaissait plusieurs fois aussi dans la bibliographie. Si elle apparaissait une fois sur les 1000, c'était peut-être pas hyper intéressant. Et un deuxième tri, c'était de voir également si ils en parlaient dans le Bruneton, la Bible de Denis. Il s'endort avec tous les soirs. Le livre, pas Bruneton. C'est pas ce qu'on m'a dit. Et un dernier critère, c'était également de voir si c'était des plantes cultivables en France, puisque certaines plantes étaient notamment asiatiques, chinoises ou indiennes, et plutôt très tropicales, donc difficilement cultivables par chez nous. L'idée aussi, du coup, si des choses sont trouvées, ça profite aux producteurs de la filière française. Et du coup, après ce passage, ces 2 tris, à peu près une dizaine d'extraits, une dizaine de plantes ressortent, qui vont suivre l'aventure des tests de stabilité de vieillissement, après les tests en conditions contrôlées en labo, pour voir si l'innocuité des extraits sur les cellules des volailles, et après un test en grandeur nature, en station expérimentale de Nutricia notamment. Voilà. Merci à vous. Merci Benjamin, ça nous donne plein d'espoir en fait avec des projets comme celui-là. Denis, tu nous as parlé tout à l'heure d'huile essentielle d'origan, mais tu nous as pas dit si c'était autorisé, son utilisation était autorisée ou non en élevage. Oui, alors donc on va regarder sur les listes officielles européennes si on trouve ou pas cette huile essentielle d'origan et dans quel type d'utilisation. On va juste faire un petit complément à ce qu'a dit donc Benjamin. On cherche vraiment à mettre en place une méthodologie. Alors on a pris un exemple, ça va être le statut immunitaire en gros du poulet, mais l'idée c'est justement, parce qu'on croule en fait sur la bibliographie, où dans tous les pays du monde, on a des tas d'extraits qui sont formidables sur tout un tas d'applications, et bien souvent quand on veut essayer de faire des tests sur la partie animale, évidemment c'est pas notre métier à l'ITEPMAI, mais quand on nous demande tiens, comment est-ce qu'on peut trouver tel ou tel type d'extrait, on est bien embêté parce qu'il n'y a bien souvent pas les informations nécessaires. Donc c'est ça qu'on essaye de mettre en place, un outil qui permettra, quelle que soit l'activité, sur quelle que soit l'espèce, de faire du tri dans cette surabondante bibliographie internationale. Alors j'en viens donc à l'huile essentielle d'origan. Et donc voilà, le registre européen des additifs pour l'alimentation animale, il existe, je l'ai rencontré. Donc voilà, il y a une annexe 1 avec la liste des additifs, et on trouve que donc l'origan, alors c'est pas n'importe lequel, c'est Heracleoticum, voilà, qui est dans la catégorie 2B, comme produit naturel et botaniquement défini. Bon, ok. Donc il y a eu un document là, qui a été publié en fin d'année dernière qui explique pourquoi l'huile essentielle d'origan peut être utilisée comme additif en alimentation. Et donc, en gros, l'argumentaire, c'est puisque c'est déjà utilisé donc en aromatisation, alimentation humaine, et que c'est ça qui est demandé en alimentation animale, c'est pas trop la peine de se demander à faire des démonstrations que ça va bien aromatiser les aliments pour les animaux. Et donc, du coup, c'est enregistré, c'est accepté comme aromatisant sur cette liste officielle des additifs autorisés. Et en fait, dans les extraits végétaux, où j'ai mal regardé, mais a priori, ils sont tous dans cette classe 2B, aromatisants. Il y en a quelques-uns dans la classe, ça doit être 2A, qui sont les colorants,
puisqu'on a quand même un certain nombre de plantes qui sont des colorants alimentaires, qui donnent des colorants alimentaires autorisés. Mais donc, a priori, toutes nos espèces qui sont autorisées sur cette liste sont dans cette catégorie aromatisants alimentaires. Donc voilà, c'est le groupe 2B. Alors un autre exemple, donc voilà, c'est dans l'édition de octobre 2017 de ce document de référence. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'au fond, mais il ne fallait pas vous mettre au fond. Donc une publication du début de l'année dernière où une société angevine qui vend des additifs pour l'alimentation animale donc dit qu'un extrait sec de raisin qui commercialise est le premier additif alimentaire d'origine botanique autorisant une nutrition animale par la Communauté européenne en tant que substance aromatique. Voilà, bon, en fait il y en a plein, mais c'est peut-être le premier dans certaines conditions. Et donc dans la définition du texte européen qui donne cette information, ben voilà, c'est un extrait riche en polyphénol, qui est le mélange de deux types d'extraits, un des graines et l'autre de la peau de raisin. Et donc, voilà, il est classé comme additif sensoriel dans le groupe des aromatisants. Et c'était quand même un gros travail de la part de l'entreprise pour obtenir ça. Donc, c'est de l'argent dépensé, etc., pas mal d'essais à réaliser. Et c'est quand même un cas relativement simple, puisqu'il s'agit juste de démontrer que c'est une substance aromatisante. Donc là, il n'est pas question de démontrer des activités quelconques. Alors en fait, on était tellement questionnés depuis ça que donc on a fait cet ouvrage. Normalement, j'avais une question, mais bon, j'ai pas de question. Ouais. Merci Denis. Donc la question, c'est en fait, il y a plusieurs familles de produits sur les actifs végétaux. Mais tout à fait. Et donc, pour reprendre une excellente publication donc, qui n'est pas en vente dans cette salle, j'ai listé un petit peu tout ce qu'on avait trouvé à l'époque, donc ça date d'une petite dizaine d'années. Les trois grandes familles, c'est tout ce qui concerne les huiles essentielles et les oléorésines, qui sont de composition relativement proche, on peut en discuter à la pause. Les tanins, donc vaste famille, comprenant en fait des polyphénols qui sont pas au sens strict des tanins, mais bon, voilà, on va mettre les tanins, et les saponines, et puis quelques autres qui sont cités. Et voilà en fait tout ce qu'on a trouvé comme activité recensé dans la littérature. Ce n'est pas forcément des usages réels en élevage, mais c'est tout ce que la littérature nous indique comme utilisation potentielle, voire magique, de tous ces produits. Donc il y a plein d'activités sur les micro-organismes et les parasites. Donc sans étonnement, on va retrouver tout ce qui est huile essentielle. Le métabolisme de l'azote, on en a parlé, etc. Rejet de carbone, que ce soit sous forme de dioxyde de carbone ou de méthane. Prévention de pathologies non parasitaires. Voilà, plein de trucs. Immunostimulation, bon, là, a priori, ce qu'on avait trouvé à l'époque, ça ne concernait aucune de ces catégories. Donc, on est sur un sujet un petit peu neuf pour nous par rapport à 2007. Des actions sur la prise alimentaire, etc. Et donc, vous voyez que dans tous ces actifs végétaux utilisables, d'après la littérature, en alimentation animale, il y a à la fois un impact, il y aurait à la fois un impact sur les performances zootechniques, c'est la prise de poids, etc., le taux de conversion des aliments et tout, mais aussi sur l'état de santé de l'animal, qui évidemment, de façon indirecte, va influer sur les performances zootechniques. Et donc, on trouve même des articles sur comment augmenter la qualité et la longueur de la laine avec un certain nombre de produits d'origine naturelle. Hop. Alors, on va passer à côté donc, de tous ces usages qui pourraient être faits à travers l'alimentation, le plus souvent donc, sous forme d'additifs, à un secteur donc, plus thérapeutique. Et en fait, le type de produit le plus utilisé, d'après ce qu'on entend dire, c'est l'aromathérapie, c'est-à-dire l'utilisation d'huile essentielle dans un but thérapeutique. Et donc là, j'étais sur le site de l'Adage 35, c'est une association d'éleveurs qui cherche à innover depuis pas mal de temps et qui a beaucoup travaillé sur l'utilisation d'huile essentielle. Et donc sur leur site, on trouve des conseils pour utiliser les huiles essentielles. Et donc ça, c'est pour traiter la mamite. Alors pour ceux qui ne savent pas, la mamite, c'est une inflammation de la mamelle. Hop. Donc dans la vache, c'est sous le capot, là, ici. Et pour appliquer en fait ces huiles essentielles, ils disent qu'on peut les mettre sur la mamelle. Ça ne gêne pas trop mon côté rationnel. On peut en mettre sur le creux des jarrets, à la tâche de la queue, au pied du grasset, et puis aussi sur l'épi du garrot. C'est pareil que ça s'appelle l'épi du garrot, là-haut. Et donc, c'est un peu difficile de tirer vraiment des conclusions sur
Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pas efficace? Ils avaient fait il y a 3 ans, je crois, une réunion de synthèse de tout ça, et c'était un petit peu difficile de se faire un avis réellement objectif, bon, à part mon mauvais esprit. Et donc, on a été sollicité par un autre institut, l'Institut de l'élevage, cette fois, donc l'IDEL, pour un programme. Et je crois que Madame Guyader est d'ailleurs dans la salle. Voilà. Donc on va lui demander de monter aussi et de venir nous parler un petit peu de ce programme. Donc Marlène Guyader, bonjour à tous. Je travaille dans le service santé, bien-être des ruminants et qualité des produits laitiers à l'Institut de l'élevage et essentiellement sur la maîtrise des infections mammaires chez la vache laitière. Je vais vous en reparler. Alors, je voulais juste refaire un court rappel de ce qu'est l'Institut de l'élevage pour les gens qui ne sont pas forcément dans le domaine. Donc on est un institut technique agricole comme l'ITAB, l'ITAVI, l'ITEPMAI. Et donc nous, notre job, c'est de conduire des travaux de R&D sur les 7 filières de ruminants que sont donc la filière bovin-lait, bovin-viande, ovin-lait, ovin-viande, caprin et équin. Alors pour vous refaire un peu de contexte, vous l'avez vu comme moi, depuis de nombreuses années, on assiste à un fort engouement pour l'utilisation de produits naturels pour la santé, alors pas pour les animaux, hein, mais pour nous, les humains. Vous voyez là, je vous ai mis quelques illustrations. Et côté éleveur, en 2012, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a lancé le plan Éco-Antibio 2017 qui visait à une meilleure maîtrise de l'utilisation des antibiotiques en élevage, toutes filières confondues, avec notamment un objectif quantitatif de réduire l'utilisation des antibiotiques de 25%, toutes filières confondues là encore. Et puis on a assisté aussi, ou en tout cas quand on discute avec les éleveurs qui peuvent utiliser ce type de produit, on a assisté à une volonté de se réapproprier un petit peu la gestion de la santé des animaux, c'est-à-dire pas toujours avoir besoin de faire appel aux vétérinaires, mais plutôt ils ont besoin de redevenir acteurs et de se remettre actifs dans la gestion de la santé des animaux. Et tout ça, ça a fait que il y a quelques années, on a assisté, nous, à un fort engouement des éleveurs pour l'utilisation, globalement, d'extraits végétaux pour soigner les animaux. Donc là, je vous ai mis quelques petites illustrations. On a nombre d'articles dans la presse, des propositions de formation, vous trouvez même des vidéos sur Internet. Et nous, on avait beaucoup de questions d'éleveurs qui nous disaient, bon alors, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser des antibiotiques et plutôt utiliser des extraits végétaux? Donc on s'est posé la question de savoir quelles étaient les pratiques des éleveurs et quand on est allé les voir, alors là je parle peut-être un peu plus éleveurs laitiers, mais quand on regarde un petit peu la nature des produits qui sont utilisés, on retrouve des huiles essentielles, des plantes séchées, des teintures mères, beaucoup de produits commerciaux à base d'extraits de plantes qui l'indiquent en gros, en gras et en caractère de millefeuille. Si on regarde les symptômes sur lesquels sont utilisés ces produits, on va retrouver donc les infections mammaires, des non-délivrances, des boiteries, des troubles respiratoires, en tout cas pour tout un tas de troubles que les éleveurs peuvent rencontrer en élevage. Ils vont être utilisés de manière variée. Donc, Denis vous a parlé de l'application directement sur l'animal d'huile essentielle. Ça peut se faire sur la mamelle, ça peut se faire aussi sur les points d'acupuncture. Ça peut se donner dans l'alimentation. En gros, en définitive, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il existe presque autant de pratiques que d'éleveurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les éleveurs commencent à utiliser les extraits végétaux par des formations et ensuite, ils se font leurs propres expériences et ils se font un peu leurs propres pratiques. Mais nous, du coup, pour répondre aux questions qu'on avait, on avait un gros besoin d'objectiver tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis plein de monde autour de la table et on s'est posé plein de questions. Donc, on a commencé par travailler sur les huiles essentielles sur les infections mammaires, puisqu'il faut savoir que la majeure partie des antibiotiques utilisés en élevage laitier le sont pour des problèmes d'infection mammaire. Et donc, les éleveurs utilisent majoritairement les huiles essentielles pour ces problèmes-là. Et donc, on s'est mis tous autour de la table et on s'est posé plein de questions. Et notamment toutes celles que vous pouvez retrouver là, c'est-à-dire quelles connaissances on a aujourd'hui sur les huiles essentielles, nous, zootechniciens, justement. Comment est-ce qu'on peut définir la qualité d'une huile, quels indicateurs il faut utiliser, est-ce que les éleveurs sont au courant de tout ça,
est-ce que les produits qu'ils utilisent sont de qualité, quel impact peut avoir un excipient quand on le mélange avec une huile essentielle. Plus globalement, on voyait des éleveurs qui faisaient des recettes avec plein de mélanges d'huile essentielle. Est-ce que le fait de mélanger tout ça avec un excipient, ça peut avoir un impact, enfin, en tout cas, quel impact ça peut avoir. Quelle est l'efficacité de ces pratiques de manière scientifique, c'est-à-dire quels indicateurs on peut utiliser pour évaluer l'efficacité d'une huile essentielle sur une infection mammaire. Comment est-ce qu'on peut rendre la mesure de ces indicateurs accessibles aux éleveurs qui, justement, font leur propre, entre guillemets, recette. Et puis, il y avait toute une grosse question sur quel est l'impact de l'utilisation de ces huiles essentielles sur la qualité du lait. Est-ce qu'on retrouve justement des marqueurs végétaux dans le lait? Donc ça a nécessité le développement de méthodes, parce que nous, évidemment, on n'y connaissait rien. Est-ce que ça a un impact sur l'aptitude à la transformation du lait? Parce qu'il faut savoir que quand même, une fois qu'il sort du pis, il est quand même utilisé. Donc est-ce que les huiles essentielles peuvent avoir un impact? Est-ce que ça a un impact sur la qualité organoleptique aussi du lait? Et puis surtout, nous, comment est-ce qu'on pouvait mieux accompagner les éleveurs là-dedans? C'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait produire soit de l'information, de la formation ou des outils pour les accompagner, pour utiliser ces huiles. Donc il en découle un projet, je ne sais pas si... oui, c'est pas très clair. Mais en tout cas, on a monté un gros projet donc avec l'ITEPMAI et d'autres partenaires où en fait on s'est dit on va réfléchir sur toutes les questions qu'on s'est posées, c'est-à-dire on va monter un gros projet où on aura des réflexions sur la qualité des huiles essentielles qu'on utilise, on va bien les définir, on va bien choisir lesquelles est-ce qu'on utilise, on va les appliquer en élevage avec un protocole d'utilisation défini et précis, donc en réfléchissant sur les doses, sur les modalités d'application. On va évaluer l'effet de ces huiles essentielles sur la base de critères scientifiques, de type de ceux qu'on peut utiliser par exemple pour évaluer l'efficacité des antibiotiques. Et puis on va, donc ça je l'ai déjà dit, mais on va rechercher donc les marqueurs végétaux, enfin les actifs végétaux dans les produits, en se basant sur des connaissances scientifiques et donc avec l'aide de l'ITEPMAI. Et donc l'idée de tout ça, à la fin, donc dans quelques années, l'idée ce sera premièrement d'inciter les éleveurs à se questionner en fait, sur l'utilisation des produits qu'ils utilisent et sur l'efficacité de ces pratiques et dans chaque situation. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on travaille sur les infections mammaires, mais après, l'idée, c'est aussi de pouvoir étendre tout ça à d'autres types de troubles de santé. Et puis surtout, de les faire s'interroger sur la qualité des produits qu'ils utilisent pour éviter justement des dérives ou des potentiels problèmes avec ça. Et donc, du coup, je vous donne rendez-vous dans quelques années pour voir ce que ça va donner. Est-ce que tu pourrais nous faire juste un tout petit point sur le statut réglementaire? Parce que j'entends parler d'automédication, de prescription obligatoire, c'est pas clair en fait. Alors, de toute façon, pour soigner, pour faire simple, parce que c'est un peu complexe, mais pour soigner un animal, dès lors qu'il y a un problème de santé, il faut qu'il y ait une prescription qui soit faite par un vétérinaire. Et donc là, on parle bien, quand on parle d'utilisation de n'importe quel produit, on parle bien de prescription et du coup de préparation magistrale dans le cadre d'utilisation d'extraits végétaux. Donc dès lors qu'on veut agir sur un problème de santé, il faut que l'éleveur ait une ordonnance et si le produit n'est pas disponible en tant que tel dans le commerce, il faut que le vétérinaire le fasse, l'étiquette et le vende à son éleveur. Merci Marlène. On peut l'applaudir, oui. Et donc, après avoir fait un point sur l'utilisation en soins animaux, et donc on va essayer de parler des actifs végétaux en protection des cultures? Non. 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 En fait, c'est juste une petite réflexion à ce niveau-là. Donc là, on a juste parlé, parce qu'on travaille dessus, donc de l'huile essentielle et de mammites. En fait, il y a plein d'autres utilisations préconisées, testées, etc., dans différents cadres. Et en fait, une des grosses problématiques, c'est l'évaluation objective de l'efficacité d'un traitement. Parce qu'en fait, quand on discute avec des éleveurs ou avec des responsables de groupements d'élevage, etc., moi, j'ai un peu l'impression qu'assez souvent, on tombe dans des guerres de religion
où le problème c'est tu crois que ça marche ou tu n'y crois pas, et en fait ça ne devrait pas être une question de croyance, quoi. Et donc là on a avec la région Pays de Loire un PEI. PEI, ça veut dire Pognon européen pour l'innovation. Plan européen. Ah, pardon, un plan européen pour l'innovation. Et dans ce plan européen, en fait, il y a deux volets. Bon, un, ça tourne autour de la santé animale, et l'autre de la protection des cultures, en gros. Mais il y a aussi un volet qui est comment est-ce qu'on fait pour définir objectivement l'état de santé d'un troupeau ou d'un animal. Et objectivement, c'est prendre en compte, bien sûr, les observations de l'éleveur, parce que c'est lui, normalement, qui est le plus proche, et donc trouver des paramètres qui ne vont pas lui prendre 3 heures à chaque fois, et qu'un éleveur qui passe d'un élevage à l'autre, ou un vétérinaire ou un conseiller qui passe d'un élevage à l'autre, il applique les mêmes critères pour pouvoir dire, bah oui, finalement, ce traitement, ça a un effet positif, ou ça a un effet négatif, ou ça n'a pas d'effet du tout. Donc voilà, c'est des réflexions qui sont en train d'être menées pour essayer vraiment d'objectiver et ne plus se contenter de « ah, machin m'a dit que » ou « j'ai fait une formation formidable, et voilà, je sais tout faire, maintenant, je vais tout guérir avec ça ». Et donc, on va passer maintenant à l'usage d'actifs végétaux. Ah ben c'est marqué, voilà, le PEI. En protection des cultures. Donc vous avez eu pas mal d'informations là, dans la deuxième partie de l'après-midi là-dessus. Pour ceux qui étaient là. Hein. Pour ceux qui étaient là. Voilà. Et donc là encore, on a des définitions légales, hein, donc un texte européen qui date de 2012, où on dit qu'un actif végétal, ça consiste en un ou plusieurs composés présents dans une plante et obtenus à partir de cette plante par différents procédés, que ce soit un pressage, une pulvérisation, un broyage, une distillation, une extraction. Il peut après y avoir d'autres étapes, concentration, purification, mélange, etc. Pourvu que, et alors là ça ouvre la porte à tout, la nature chimique des composants ne soit pas intentionnellement modifiée ou altérée par un processus chimique ou microbien. Bon, on peut se poser la question par exemple pour les purins, qui sont quand même des extraits au départ, mais qui sont fermentés. Et là, il y a quand même, de façon volontaire, donc intentionnelle pour moi, une modification, parce qu'altération, ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif, mais il y a une modification par un procédé microbien. Mais bon, certains sont quand même considérés comme des actifs végétaux. D'accord, donc est-ce que je te propose de nous réexpliquer, parce que ce n'est pas toujours très clair, ce qu'est une décoction et ce qu'est une infusion. Oui, voilà, parce que ce sont des termes qu'on voit assez souvent sur les sites qui préconisent l'utilisation d'un certain nombre d'actifs végétaux, que ce soit en culture professionnelle ou pour l'amateur. Et donc voilà, alors on va trouver des définitions, particulières à la pharmacopée française, où on dit qu'une infusion, c'est obtenu de la façon suivante: verser l'eau bouillante sur la drogue végétale, sur le végétal quoi, mais bon, drogue c'est le mot pharmaceutique, et laisser en contact 10 à 15 minutes. Une macération, c'est on met juste la drogue végétale en contact avec de l'eau, à température ambiante, pendant, pareil, une petite demi-heure. Et une décoction, on maintient la drogue végétale en contact avec de l'eau à ébullition pendant 15 à 30 minutes. Donc la grosse diffusion entre l'infusion et la décoction, c'est que quand on fait une infusion, on verse de l'eau bouillante, on la laisse refroidir, alors que quand on fait une décoction, on laisse bouillir pendant 15 à 30 minutes. D'accord, et c'est pas pareil tout ça? Ah bah c'est une bonne question. Là, je vous montre pour que ce soit plus clair. Donc, le petit dessin, on met de l'eau bouillante, paf, on a une infusion. Décoction, hein, c'est la casserole avec le romarin qui bout dedans pour faire une décoction de romarin. Alors, est-ce que ça apporte... est-ce qu'il y a des grosses différences? Eh bien oui. Exemple, la tasse de thé. Voilà. Bon, on peut en boire, hein, c'est un produit naturel normalement. Voilà. Donc voilà une tasse de thé dans son petit sachet. Alors là, on s'intéresse, dans une publication relativement récente, sur l'évolution des concentrations d'un certain nombre de constituants passant du thé à l'eau de la tisane. Donc voilà un très joli diagramme. En rouge, tout en haut, c'est la caféine, hein, qu'on appelle théine quand c'est du thé, mais bon, c'est de la caféine. Parce que dans le coca, on n'appelle pas ça de la cocaïne, hein, c'est autre chose de la cocaïne. Donc de la caféine. Et puis, toutes les autres courbes en couleur très jolies en bas, globalement, on va rassembler ça sous le nom de tanin, bon, pour faire simple. Et ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est qu'en fait, ici, là, vous avez le temps d'infusion, et là, c'est donc les concentrations qui augmentent. On voit qu'en fait, au bout de 2 minutes, on a extrait à peu près 90% de la caféine. Alors que pour les tanins, au bout des mêmes 2 minutes, on n'a extrait que 60% de ces tanins. Alors que si on attend 5 minutes ou 10 minutes, dans les deux cas, on extrait à peu près 100% de la caféine et 100% des tanins. Alors, est-ce que ça a une conséquence? Évidemment, hein, autrement je ne l'aurais pas dit.
Si on s'intéresse au pouvoir antiradicalaire, qui est une forme de pouvoir antioxydant du thé, on s'aperçoit donc, en suivant là aussi, en fonction du temps, ce pouvoir antiradicalaire, donc plus la valeur est élevée, plus la solution est antiradicalaire. On s'aperçoit donc qu'au bout de 2 minutes, on a 70% du pouvoir antiradicalaire potentiel. Alors c'est dû à quoi ce pouvoir antiradicalaire ? Si on regarde ici, par des techniques, l'effet antiradicalaire en fonction de différentes concentrations en caféine, donc en gros ça va revenir en se déplaçant sur ce temps-là, globalement, tous les points sont groupés. Bon, statistiquement, il n'y a quasiment pas de corrélation entre teneur en caféine et pouvoir antiradicalaire. Si on regarde maintenant l'ensemble des phénols, donc en gros des tannins, là, on a dépassé le stade ballon de rugby sur lequel on s'est assis, et donc là, on a un début de corrélation assez nette entre le pouvoir antiradicalaire de la tasse de thé et son pouvoir antiradicalaire. Donc la conclusion, c'est oui, la façon de réaliser un extrait, c'est important, et si on se dit, c'est pas grave, je le fais bouillir 2 minutes, ou je vais le faire bouillir 10 minutes, ou je verse de l'eau bouillante, j'arrête, j'enlève la plante à 2 minutes, j'enlève la plante à 10 minutes, ça peut changer beaucoup la composition et donc beaucoup les propriétés. D'où, je reviens sur notre programme Mexavi, c'est important quand les gens nous disent on utilise dans nos essais un extrait hydroalcoolique par exemple de telle plante, d'accord, mais pendant combien de temps, voilà. Et du coup, que les gens ne nous donnent pas exactement pendant combien de temps, ça peut se comprendre s'il y a des brevets ou des secrets industriels, mais c'est bien quand même de savoir du coup quelle est la composition de l'extrait qui va être utilisé, vu les grandes variations qu'il peut y avoir. Parce qu'en fait, la conséquence de ça, c'est que les autorités administratives qui sont chargées d'évaluer un certain nombre de dossiers sur leur efficacité disent moi j'ai fait de la biblio, parce que ça faire la biblio, et ils disent voilà, moi un extrait de thé par exemple, des fois ça a une activité, d'autres fois ça ne l'a pas, pareil pour l'extrait de thym, etc. Et tout ça, c'est dans des revues scientifiques. Donc c'est vraiment important de bien partir, quand on veut tester quelque chose, sur des articles qui décrivent suffisamment les produits qui sont réellement testés. Donc une tasse de thé. Bon, dans les actifs végétaux, il y a plein de réglementations là aussi. Voilà. Ils disent comment on fait pour homologuer un produit, mais bon, je pense que vous n'avez peut-être pas très envie ce soir. Mais en gros, il y a 3 types pour nos actifs végétaux de réglementation qui pourraient s'appliquer. Une, c'est comme une substance active classique, donc un gros dossier d'AMM, etc. L'autre, c'est ce qu'on appelle les substances à faible risque. Et enfin, les substances de base, dont Patrice Marchand est le chevalier blanc qui défend ces dossiers auprès de l'ANSES et de différentes commissions. De toute façon, quelle que soit la catégorie des 3 que je viens de citer, il y a toujours une première étape, c'est qu'il faut que la substance, l'actif végétal, soit inscrit sur la liste européenne comme substance active. Et ce sont tous les dossiers donc qu'il fait. Et puis après, dans une deuxième étape, une fois que la substance est autorisée, on peut faire une spécialité avec cette substance, et il faut que là aussi la substance soit autorisée, et les autorisations sont par culture et par pays. Sauf pour les substances de base, pour lesquelles, dès l'instant qu'elles ont le statut de substance de base, il n'y a plus besoin de demande d'autorisation. Là, j'ai repris un petit schéma que je trouvais très joli dans une documentation de l'INRA, comment lutter contre les bioagresseurs. Et donc, vous voyez qu'il y a différents moyens. Voilà. Et donc, avec nos actifs végétaux, où est-ce qu'on va se trouver ? Bon, c'est pas de la lutte culturelle, c'est pas de la génétique, c'est pas de la physique. En fait, on est à mi-chemin entre la lutte chimique et la lutte biologique. Parce qu'en fait, et c'est des choses qui sont parfois difficiles à faire admettre, mais quand on utilise un extrait végétal, ça vaut venir d'un végétal qui est un produit naturel, puisqu'il pousse dehors, c'est quand même de la chimie ce qu'il y a dedans. Et donc, les gens qui vont évaluer les dossiers, ils vont s'intéresser en partie à la composition chimique de ce qu'il y a dedans. Donc, il ne faut pas dire c'est pas du chimique, si c'est du chimique, c'est pas du chimique de synthèse. Bon, substance active classique, c'est pas notre truc. On entend et on lit beaucoup dans la presse de BNPP. Qu'est-ce que c'est alors ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? BNPP, on a bien fait de réviser. BNPP, ce sont les préparations naturelles peu préoccupantes, et donc elles sont définies par la réglementation française, il y a un article, machin, etc. Et ça peut être soit des substances de base, soit des substances naturelles à usage biostimulant. Donc moi, je vous parlerai pas des substances naturelles à usage biostimulant. Là, par exemple, si on regarde sur différents sites, quels sont les actifs végétaux qui sont sur la liste européenne des produits autorisés en protection des cultures, vous voyez bien au fond ? Non, hein ?
Bon, donc il y en a quand même une petite quinzaine. Un certain nombre qui sont autorisés comme substances de base. C'est ceux dans cette colonne où il y a marqué quelque chose. Le quelque chose, c'est oui, pour ceux qui sont au fond et qui ont une mauvaise vue. Et dans les propriétés qu'on va retrouver, il y a un petit peu de tout. Là, on vous a mis les AMM quand il y en a en France. Bon, évidemment, quand c'est une substance de base, il n'y a pas besoin d'AMM. Et puis, il y a un certain nombre de commentaires. Alors, par exemple, là, on trouve l'azadirachtin, qui était un produit autorisé comme insecticide. En France, il y avait une AMM sur le Nimazal, qui a été retirée en 2017, mais avec une dérogation de 4 mois d'utilisation en 2017. Mais parce qu'en fait, le produit actif, l'azadirachtin A, a disparu de la liste des substances autorisées en protection des cultures. Voilà donc un peu tout ce qu'on a là. On va en prendre quelques-uns en détail. Donc, on allait me poser une question sur la carbone. Non. Bon, donc je me pose une question sur la carbone. Donc, la carbone. En fait, comme chacun sait, il n'y en a pas une, mais il y en a deux des carbones. Il y a la D et il y a la L. Alors D, c'est-à-dire d'extrogir, et L, c'est-à-dire lévogir, c'est-à-dire qu'elle ne dévie pas la lumière dans le même sens, la lumière polarisée dans le même sens. Alors on s'en fout, mais non, ce n'est pas juste une lubie de chimistes fous. La D-carbone, donc celle de droite là, ça sent en fait le carvi, c'est très net, alors que la L, elle sent la menthe douce, la menthe à chewing-gum. Voilà. Donc, simplement parce que c'est ce qu'on appelle deux isomères chiro, ils ont des propriétés physiologiques, en tout cas chez l'homme, bien différentes. L'un sent le carvi, l'autre sent la menthe douce. Même si vous n'êtes pas forcément capable de mettre le nom quand vous sentez bien que ce sont deux odeurs complètement différentes. Donc on peut imaginer que ça a aussi des activités différentes. Et en fait, quand on regarde donc, le détail du texte qui autorise l'utilisation de carbone comme substance active, il précise qu'en fait, le produit qu'ils appellent carbone, c'est un mélange de D et de L-carbone, mais avec 100 parts de D pour une part de L. Bon, c'est pas un mélange, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est que de la D-carbone. Donc, en fait, c'est uniquement la carbone obtenue à partir de l'huile essentielle de graines de carvi, ou par synthèse, mais il faut qu'elle ait la bonne configuration. Donc là, en fait, c'est pour un petit peu attirer votre attention à cette heure tardive sur l'importance de bien définir les produits qui sont utilisés ou qui sont utilisables. Donc la D-carbone, on a le droit, la L, on n'a pas le droit. Et donc, à quoi ça sert d'ailleurs? Puisqu'on n'allait pas me poser la question. Voilà, donc c'est utilisé depuis pas mal de temps. Non, je ne cherche pas, ça y est pas. Mais depuis 1995, donc c'est des auteurs hollandais qui ont démontré et étudié comment ça marchait, que ça avait un pouvoir inhibiteur sur la pomme de terre, donc inhibiteur sur la germination de la pomme de terre. Et donc ils ont démontré que ça agissait sur en particulier deux systèmes enzymatiques, un qui s'appelle comme ça et un qui s'appelle comme ça. Et celui qui s'appelle comme ça, en fait, c'est une enzyme assez clé dans le métabolisme de beaucoup de végétaux, et donc en particulier chez les tubercules qui font des germes. Et donc quand on inhibe cette enzyme, il ne se passe rien. Donc la patate, elle ne germe pas. Et la deuxième, elle va avoir tendance à agir sur certaines réactions de défense, qui fait que s'il y a une petite attaque par quelque chose, elle va être spontanément arrêtée. Et alors ce qu'il y a de bien, et c'est donc marqué dans leurs différentes publications, c'est que l'usage de la D-carbone pour inhiber la germination des pommes de terre a un effet réversible. C'est-à-dire qu'on peut dire, tiens, je vais bloquer la germination pendant 3 mois, 6 mois, puis au printemps, je vais la remettre dehors, mais ça serait mieux qu'elle germe quand même, parce qu'une patate qui ne germe pas, ça ne sert à rien, sauf sous forme de frites. Et donc, c'est vraiment un produit très intéressant, et donc qui est homologué depuis longtemps à partir de travaux qui ne sont quand même pas d'hier. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions, ok. Alors, on va passer aux substances de base. Et une des caractéristiques de la réglementation de ces substances de base, c'est que ce sont des produits qui doivent être principalement non utilisés comme produits pharmaceutiques, phytopharmaceutiques. Voilà. C'est-à-dire que c'est un produit qui a classiquement d'autres usages que la protection des cultures, mais quand même qui peut être utile en protection des cultures. Okay, voilà. Et donc, dans les activités qu'on voit revendiquées par ces différentes substances de base, on trouve, suivant les cas, des effets acaricides, bon, il va mourir lui. Acaricides, insecticides ou antifongiques.
Alors, ce n'est pas vraiment insecticide en fait, qui est marqué, c'est contre les insectes. Voilà. Donc, ça englobe tout, insecticide, insectifuge, etc. Et puis, pour l'instant, en tout cas, moi, je n'ai pas vu de substance de base qui revendiquait sur les textes des propriétés herbicides. Bon, pas de question. Alors, là, la définition de substance de base, il y a beaucoup, en fait, de caractères négatifs dans cette définition, mais en gros, ça ne doit pas être une substance préoccupante. Bon. Ça ne doit pas provoquer un certain nombre de problèmes, perturbation du système endocrinien, effets neurotoxiques, effets hypnotoxiques, etc. Donc, je l'ai déjà dit, ça ne doit pas être principalement un produit phytosanitaire, mais qu'il est utile quand même. Voilà. Et surtout, qui n'est pas mise sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique. C'est-à-dire une substance qui a déjà été inscrite comme substance active sur la liste européenne et pour laquelle il existe une ou plusieurs spécialités, en France et dans d'autres pays de l'Union européenne, ne peut plus être déclarée comme substance de base. Donc c'est une astuce réglementaire, mais c'est important. Alors en particulier, une substance active qui répondrait aux critères de denrée alimentaire, tels que définis dans le règlement machin chose, pourra être considérée comme une substance de base, c'est-à-dire pourra prétendre à être inscrite comme substance de base. Mais il faut encore qu'il y ait tout le reste du dossier qui passe. Donc pour les reprendre, celles qui sont sur la liste, donc l'écorce de saule, la prêle, bon, lui le tournesol, c'est pas notre filière, graines de moutarde, pas trop non plus, le sucre, bon, voilà, et puis l'ortie. Alors je crois qu'on va développer un peu plus, oui. En fait, il ne faut pas croire que tout est inscrit, est approuvé comme substance de base. On trouve sur le site de l'Union européenne, dans la partie réservée justement aux substances actives en protection des cultures, un certain nombre de dossiers correspondant à des produits qui ont été déposés, mais qui n'ont pas été acceptés comme substance de base. Donc voilà tout cela. Dans la plupart des cas, la raison d'exclusion, quand on ouvre les documents qui sont là, c'est des problèmes toxiques. Donc absinthe, armoise, tanésie, achillée, c'est parce qu'il existe dans la littérature des variétés riches dont l'huile essentielle est riche en thuone, et donc thuone, hop, tabou, on ne touche pas, c'est convulsivant, c'est abortif, etc. Donc voilà. L'huile essentielle d'origan, donc, qui a été rejetée assez récemment, il y a tout un tas d'arguments qui ont été développés pour dire que ça ne peut pas être une substance de base. D'accord. Et puis on trouve par exemple la bardane. Cette pauvre bardane là. Pourquoi tant de méchanceté vis-à-vis d'elle? Ça marche plus. Donc voilà une bardane, pour ceux qui n'en ont jamais vu. Fine. Dans les explications qui sont données, donc je l'ai mis en anglais parce que voilà, ils disent que ça ne peut pas être considéré comme une substance de base parce que ce produit est obtenu après extraction par ébullition pendant 45 minutes. Bon, d'accord. Ils disent donc que c'est plutôt un extrait. Alors là, on est quand même assez proche de la définition d'une décoction. Mais bon, pour la bardane, c'est pas bon. Donc voilà, en français, en gros, c'est ça, c'est un extrait à l'eau bouillante. Donc voilà un argument solide pour dire que ça ne peut pas être une substance de base. Il n'y a pas que les substances de base qui sont rejetées, hein, il y a aussi tout un dossier sur Cassia. Là, ça s'était déposé comme substance active, pas comme substance de base, mais ça a été aussi rejeté. On peut supposer que dans cette famille, ça serait dû à des dérivés anthracéniques qui ont un certain nombre de réputations pas forcément très positives. Voilà. Un autre exemple, l'ortie. Donc là aussi un succès de l'ITAB. Donc voilà, on retrouve à un endroit sa définition, et puis on dit que la pureté de l'ortie, elle doit être conforme à la définition de la pharmacopée européenne. Bon, évidemment, ça c'est les propriétés, donc acaricide, fongicide et contre les insectes. Et donc si on parle de pharmacopée européenne, hop, on va voir la pharmacopée européenne. Et donc à la pharmacopée européenne, on voit que ce sont les feuilles séchées entières ou fragmentées de deux espèces, l'ortie dioïque et puis l'ortie brûlante, ou d'un mélange des deux espèces. Donc on est sur de la feuille sèche et la pharmacopée. Je ne sais pas pourquoi j'ai raté ça, mais c'est très joli. Donc voilà, c'est le texte tel qu'on peut le trouver sur le EU Pesticide Database. Hein, c'est en libre accès, tout le monde peut aller regarder pour s'informer. Et on s'informe. Et ce qu'il faut ouvrir après, c'est le petit truc là qui s'appelle Review Report. Bon, c'est souvent en anglais, mais bon, c'est quand même lisible, normalement. Alors, dans cette autorisation comme substance de base, on dit comment il faut l'utiliser. Ça, c'est bien, puisqu'en fait, pour une substance de base,
la personne qui veut le remettre sur le marché, il n'a pas à indiquer que c'est un produit phytopharmaceutique puisque ce n'est pas son activité principale. Par contre, il est recommandé par l'Union européenne à tous les États membres de faire le maximum de publicité sur la façon de préparer ces substances de base pour pouvoir les utiliser en protection des cultures et dans quelles conditions. Et donc, pour l'ortie, il y a 2 possibilités d'utilisation sous forme de mulch, bon, que je n'ai pas écrit là, et puis en pulvérisation. Et donc, pour faire ces solutions qu'on va pulvériser, donc on prend de la plante fraîche, on retourne sur la pharmacopée, c'est que plante sèche, bon, c'est pas grave, ou de la plante sèche, bon, sauvée, donc on pourra le faire quand même. Donc, il précise qu'il faut prendre des pousses toutes jeunes, etc., qu'il n'y ait pas de début de graines, etc., et puis, donc, la fermentation sera facilitée si on va, au préalable, hacher la plante. Donc, je vous rappelle la définition des substances de base. Normalement, il ne doit pas avoir de modification intentionnelle microbiologique. Là, on nous dit qu'il faut le faire fermenter. Donc, soit la fermentation, c'est plus de la microbiologie, soit je lis mal l'anglais, ce qui n'est pas impossible. Voilà. Et puis, là aussi, pour une substance de base que chacun est normalement censé pouvoir faire au fond de son jardin, je vous en ai mis qu'une partie, mais on est censé, la suite au prochain numéro, on est censé vérifier quand même que le pH est entre 6 et 6,5. Et puis, il faut aussi vérifier que le produit qu'on obtient est exempt d'un certain nombre de germes pathogènes. Je crois qu'on cherche du coli, de la listériose. Bon, c'est sûr que moi, je fais ça couramment au fond de mon jardin, mais moi, je ne suis pas comme tout le monde. Et donc, si on regarde la définition finalement qui est donnée pour cet extrait d'ortie, ça correspond à ce qu'on appelle classiquement un purin d'ortie. Voilà, on fait fermenter pendant quelques jours. Alors, si on continue, on va trouver en fait toutes les indications et puis comment utiliser ces différents extraits d'ortie. Alors donc du coup, ce qui est appelé extrait d'ortie, la nettle extract, c'est donc du purin d'ortie. Et par exemple sur les arbres fruitiers, voilà les ravageurs contre lesquels on peut traiter. Voilà sous quelle forme, donc un concentré dispersible, les doses à appliquer, machin, etc. etc. On peut faire de 1 à 5 applications, le temps entre 2 applications est entre 7 et puis 15 jours, etc. Voilà. Donc on a toutes les indications pour l'utiliser, et donc chacun devrait pouvoir le consulter de façon très facile pour pouvoir l'appliquer dans les bonnes conditions. Donc ça, c'était juste comme... traitement contre les insectes. Donc on ne sait pas si ça va les tuer, si ça va les chatouiller, si ça va leur faire quelque chose, mais c'est contre les insectes. Et on va retrouver la même chose pour les propriétés acaricides, sur quelles espèces ça va être utilisable et contre quels acariens. Et puis pareil pour les champignons. Donc en fait, ce fameux extrait d'ortie, c'est un extrait d'ortie fermenté. Alors je ne sais pas s'il faut dire que c'est l'ortie qui est fermentée ou si c'est l'extrait, d'où le entre parenthèses. Mais ce n'est pas un simple extrait au sens où on va le trouver, que ce soit dans la définition des extraits utilisés en aromatique au niveau de l'ISO ou à la pharmacopée, sur les définitions des extraits utilisés en pharmacie. C'est un extrait bizarre, mais utilisé. Un autre exemple, celui de la prêle. Bon, donc voilà, une belle planche de prêle. Donc là aussi, on dit que ça doit être en ligne avec les spécifications de la pharmacopée européenne. Voilà. Et là... dans la préparation de la solution, enfin de l'extrait aqueux de prêle, voilà ce qui est dit. On utilise donc les parties aériennes stériles et on réalise l'extraction avec de l'eau par décoction. D'accord ? Donc je vous ai rappelé la définition de la décoction, puisque depuis tout à l'heure vous avez dû oublier. Mais donc décoction, c'est maintenir la drogue végétale en contact avec de l'eau à ébullition pendant 15 à 30 minutes. Donc, pour la prêle, c'est bien de faire une décoction. Par contre, tout à l'heure, pour la bardane, ce n'est pas une substance de base, parce qu'on l'utilise en faisant une décoction. Donc là, il y a un truc assez bizarre. Donc je ne sais pas si ça a dû à des changements politiques, la marée ou des trucs comme ça, mais d'un côté, c'est un argument pour rejeter, de l'autre côté, on dit que c'est le mode normal. Donc toujours bon courage à Patrice Marchand de l'ITAB pour défendre ce genre de dossier. Autres substances, ce sont les substances naturelles, usage biostimulants. J'avais dit que j'en parlerai pas beaucoup, mais juste parce que ça me ramène à mon enfance. Parce qu'ils disent que les plantes ou parties de plantes mentionnées à l'article D4211-11 du Code de la santé publique, que donc tout le monde connaît, peuvent être utilisées en tant que substances naturelles, usage biostimulant. Et en fait, ce fameux article D4211-11 du Code de la santé publique, c'est la liste des 148 plantes libérées.
Voilà. Et donc, toutes ces plantes qui sont libérées en droit français, donc là c'est purement droit français, peuvent être utilisées en tant que substance naturelle à usage biostimulant. Et les huiles essentielles dans tout ça, Denis, parce que... J'allais en parler. Tu vois, comme quoi j'ai des questions. Alors voilà, donc les huiles essentielles qui sont autorisées là sur cette liste européenne. Alors il y a quelque chose, il faut bien distinguer une huile et une huile essentielle. Une huile, c'est quelque chose qui n'est pas volatile mais qui ne se mélange pas à l'eau, alors qu'une huile essentielle, ça ne se mélange pas non plus à l'eau, mais par contre c'est volatile. Hein. Et donc en anglais, très souvent, ils se contentent de dire oil, donc citronella oil. Bon, tant pis pour eux, on essaie de leur faire comprendre que c'est citronella essential oil. En français, il faut vraiment toujours insister pour dire c'est l'huile essentielle de citronnelle. Un exemple, ça va être le millepertuis. Si vous parlez d'huile de millepertuis, c'est le produit un peu traditionnel où on fait macérer des sommités fleuries de millepertuis dans une huile de tournesol ou quelque chose comme ça qui va extraire les dianthrones et donc avoir une belle coloration rouge. Par contre, si vous parlez de l'huile essentielle de millepertuis, c'est le contenu des petites poches translucides que vous obtenez par entraînement à la vapeur et qui a une composition, c'est moitié du pétrole, moitié des terpènes. Ça n'a rien à voir avec l'huile. Donc c'est vraiment là encore très important d'utiliser les bons termes dans les bonnes situations. Donc voilà, les huiles essentielles. Je l'ai mis une bonne fois pour toutes. Voilà, huile essentielle. Donc de citronnelle, de clou de girofle, de menthe verte, d'orange douce, et puis de titri. Alors titri, c'est pas l'arbre à thé. Hein, l'arbre à thé, c'est pas du tout ça. Hein, voilà. Ça, c'est une myrtacée, mais c'est la traduction française de titri. Parce qu'en fait, en tradition anglaise, titri, c'est tous les trucs avec lesquels on peut faire des tisanes. Et cet arbre-là en particulier, donc, qui est originaire d'Australie, les gentils colons anglais qui ont débarqué là-bas, ils se sont dit, tiens, on va se faire des trucs avec de l'eau chaude. Et ils ont pris une plante qui sentait un petit peu et ils sont tombés sur ce Melaleuca, donc voilà, et qui s'appelle titri. Mais traduire ça par arbre à thé, voilà, le théier, c'est un camélia. Enfin bon, c'est comme ça. On n'a pas des métiers faciles. Alors, voilà les différentes propriétés que ça peut revendiquer. On a des pays d'autorisation dans lesquels il y a des produits. Puis en France, on a quand même quelques AMM, hein, que vous voyez ici, avec les cultures sur lesquelles ça peut être utilisé. Et par exemple, Prévam, qui est fait avec de l'huile essentielle d'orange douce. Donc c'est majoritairement du limonène, hein, qui est, si vous regardez dans les dictionnaires de chimie, il y a marqué solvant industriel, bon, mais d'origine naturelle, mais c'est quand même un solvant industriel. Bref. Donc sur les PAM, c'est homologué comme fongicide, et puis sur plein d'autres cultures, c'est à la fois fongicide et insecticide. Hop. Quelques essais ? Ouais. Volontiers. Alors donc voilà des essais d'huile essentielle. Rapidement, hein, Denis, on va accélérer un peu. Là. Je sais qu'il nous reste beaucoup de choses à dire encore. Mais pas beaucoup de temps. Voilà. Mais pas beaucoup de temps. Bon alors donc je vous dis juste qu'il y a des essais qui ont été réalisés par un plan commun entre l'IFV, donc l'Institut de la vigne et du vin, et puis le GRAB, donc c'est des gens qui travaillent en agriculture biologique, sur le milieu de la vigne, avec tout un tas d'expérimentations assez carrées dans l'ensemble. Donc ils ont testé plusieurs huiles essentielles et les conclusions, c'est que, en tout cas en labo, les huiles essentielles qu'ils ont testées, elles ont des propriétés antifongiques intéressantes. En conditions semi-contrôlées, c'est-à-dire des plants de vigne en pot dans une serre, ça ne marche pas trop mal sur le Plasmopara viticola, donc l'agent du mildiou, mais l'effet est souvent assez limité dans le temps. Hein. Et plus le temps entre le traitement et l'inoculation, c'est-à-dire l'arrivée du plasmodium, du Plasmopara, oui, est grand, moins c'est efficace. Et puis surtout, les résultats ne sont pas retrouvés au vignoble dans les conditions de production. Une autre série d'essais, c'était un projet CASDAR, huile essentielle, piloté par l'ITAB, avec tout un tas de partenaires que nous saluons au passage. Hein, voilà, ils sont tous là. Tac. Et donc, ils ont fait une partie enquête des pratiques d'utilisation d'huile essentielle en protection des cultures, puis après, ils ont fait des essais, dont je vous présenterai un seul. Et en fait, ils n'ont pas eu énormément quand même de gens qui ont répondu à leurs questions. C'est toujours difficile. Ils ont eu 32 entretiens, et donc les 3/4, ce sont des viticulteurs. Et de leur enquête, quand même, il ressort que c'est quand même une population un peu différente de la population moyenne agricole en France. Parce que souvent, c'est des gens un peu plus jeunes, c'est des gens qui ont un niveau d'études un peu plus élevé que les agriculteurs en moyenne, etc. etc. Voilà. Et donc, ils ont... c'est ce que je viens de dire. Voilà les huiles essentielles qu'ils utilisent. Majoritairement, c'est l'huile essentielle d'orange douce. Après, il y a l'huile essentielle d'origan.
Après, c'est l'huile essentielle de lavandin et l'huile essentielle de citron. Alors, ces gens qui utilisent des huiles essentielles, les classent en 2 catégories. Les experts, entre guillemets, qui utilisent des huiles essentielles depuis longtemps, plus tout un tas d'autres produits d'origine naturelle. Et puis, les débutants, qu'on essaye une, qu'on essaye deux, en alternant avec des traitements plus conventionnels. Et généralement, les gens qui utilisent de façon courante des huiles essentielles vont utiliser aussi tout un tas d'autres actifs végétaux, des purins, avec en tête l'ortie, suivi par la consoude et la prêle, des décoctions, surtout de la prêle, et puis des infusions. Alors les infusions, c'est un petit peu de saule, il est marqué osier, de l'ortie, puis après il y a toute une diversité, donc peut-être chacun a sa spécialité, comme dans toutes les régions, chacun a ses 3 ou 4 vins, un blanc, un rouge et un doux. Et donc voilà. Alors, eux, ils ont fait aussi des essais, donc entre le Grabe et puis une station d'expérimentation, sur le cas du mildiou de la laitue en maraîchage. Donc, ils ont testé un certain nombre d'huiles essentielles. Là, vous voyez des résultats sous serre, avec différentes doses, etc., etc., sur 2 années, 2013 et 2014. 2013, ils n'ont trouvé aucun effet. 2014, bof, il y a bien des différences, mais c'est difficile à interpréter, parce qu'on est dans des stats quand même pour essayer d'avoir quelque chose d'objectif. Et il semblerait que l'huile essentielle de sarriette, à forte dose, semble montrer un léger effet. Déjà, un truc bien, c'est pas de phytotoxicité apparente. Après, ils ont fait ça au champ, donc cette fois-ci simplement la sarriette, puisqu'elle avait l'air un peu intéressante, et puis l'essentiel de clou de girofle. Donc ça faisait 8 modalités, etc. Et leur conclusion, sur 2014, ils n'ont pas trouvé d'effet des huiles essentielles au champ sur le mildiou de la salade. C'est un peu ballot, mais heureusement, il n'y avait pas de phytotoxicité apparente. Alors, conclusion des essais sur la laitue. L'huile essentielle de clou de girofle et de sarriette, ça a l'air relativement intéressant sur le jeune plant, au labo et en conditions contrôlées. Dès que c'est sorti en plein champ, il ne se passe plus rien du tout. Pendant les 3 années d'essai, bon, il parle du cuivre, ce n'est pas un produit végétal, je crois. Et donc, il parle de la nécessité de travailler sur la formulation, puisque le produit aurait quand même une activité fongicide, et il faudrait réussir à passer donc, justement du labo, comme ça a été dit tout à l'heure, à la parcelle de production. Et là encore, pas de phytotoxicité apparente. Voilà, c'est ça. Donc, je vois bien que tu veux que je réagisse. Mais oui. Donc, les huiles essentielles, à t'écouter, c'est pas très efficace au champ. Donc, tu nous as déjà donné quelques explications sur la valeur des tests. Mais rassure-nous quand même, ce n'est pas dangereux. Non. Alors, en fait, j'avais une tentative d'explication sur les problèmes d'efficacité des huiles essentielles au champ. Voilà. C'est qu'en fait, dans l'huile essentielle, il y a essentiel, au sens de essence, c'est-à-dire produit volatile. Et donc, quand on est en conditions contrôlées dans une boîte de pétri, sous une cloche, ou même dans une serre, l'huile essentielle, elle ne peut pas s'échapper. Donc, au bout d'un moment, elle va saturer au moins à proximité de la zone où on l'a déposée. Alors que quand on est en plein champ, il suffit juste d'un petit courant d'air pour qu'elle s'évapore. C'est son métier. Hein. Et donc, comme c'était démontré dans des essais sur le mildiou par l'IFV et puis le Grabe, très rapidement, il n'y a plus aucune efficacité. Voilà. C'est pas que ce n'est pas efficace, c'est que c'est plus présent. Donc là, effectivement, il faut réfléchir. Alors, on parle d'encapsulation, etc. Mais si on encapsule l'huile essentielle pour qu'elle ne s'envole plus, elle ne va peut-être plus non plus pouvoir agir sur le parasite. Donc, il y a quand même un problème méthodologique. Donc, tu me disais, ça n'a pas l'air très toxique. C'est ce qui se dit. Mais en fait, nos amis du CDDM, c'est donc le Comité départemental de développement maraîcher et puis de la RELPAL, donc pareil, c'est les productions légumières en Pays de Loire, se sont amusés, parce que bon, ils sont comme nous, ils aiment bien s'amuser, à tester un produit qui est vendu comme fertilisant, donc avec la réglementation engrais, sur une culture. Bon, voilà, donc ça, c'est le plan sain. Alors, ils l'ont mis sur le côté, c'est pas parce qu'il est tombé, c'est pour qu'on voit les racines. Voilà, donc il va bien. Et donc, ils ont testé le produit avec une première dose, et ils ont fait des observations à 5 jours. Bon, là, c'est même pas la peine de les soulever, ils sont déjà en mauvais état. Et puis, une dose 5 fois plus forte, bon, ils sont complètement crevés, quoi. Donc, là, je vous résume un petit peu ce qui a marqué sur les étiquettes et sur le site du fournisseur de ce produit, voilà, qui est donc vendu comme un fertilisant utilisable en agriculture biologique, qui a tout un tas d'actions, assez magiques, c'est comme les trucs qui nettoient les artères. Il y a un arôme extrait de Trichoderma arsianum, un extrait naturel d'orange, sans doute de l'huile essentielle, parce que je ne sais pas s'il y a d'autres extraits utilisés, un extrait de clou de girofle, là aussi, c'est sans doute de l'huile essentielle. Et en fait, si on regarde donc sur le site européen, IFI, non, c'est français ça, mais des produits pour ces 3 produits-là, on voit que celui-là, en fait, il est enregistré comme fongicide, l'huile essentielle d'orange douce, donc insecticide et fongicide,
et l'huile essentielle de clou de girofle comme fongicides et bactéricides. Donc en fait, ce n'est pas juste des simples aromatisants. À partir d'une certaine dose, comme démontré donc par les magnifiques photos que je vous ai montrées tout à l'heure, ça peut être toxique. Et donc en fait, on sait quand même qu'il y a un certain nombre de produits qui sont placés sur le marché comme engrais, mais je ne te le dis pas, mais c'est quand même vachement efficace contre les champignons. Ben en fait, comme c'est dans la réglementation engrais, il n'y a pas tous ces tests de phytotoxicité qui sont faits. Et donc, en cas de surdosage, ce qui peut arriver, parce que là, les doses qui ont été testées, ce n'est pas 150 fois la dose normale, hein. C'est entre 5 et 10 fois la dose normale. Ça peut quand même avoir des effets. Donc, tout ça pour dire que les huiles essentielles, toutes naturelles qu'elles sont, elles peuvent quand même avoir des efficacités tellement bonnes que ça en devient phytotoxique. Bah, du coup, ça leur donne un autre intérêt. Ah bon ? C'est que ça peut être herbicide. Ah ben oui. Alors en fait là on est un petit peu dans ce qu'on appelle les interactions allélopathiques, où en gros c'est une plante qui va agir sur une autre plante ou un autre micro-organisme par exemple, et en général par l'intermédiaire de métabolites secondaires. Et donc ça on peut les mettre en valeur par des observations ou par de la biblio. Et donc est-ce qu'on peut en isoler avec ces études des substances actives ? Alors là j'ai un magnifique exemple. Déjà c'est joli. Donc en français, ça s'appelle le rince-bouteille, bottle brush, je crois, en anglais. Voilà, voilà. Donc, d'après la légende, donc un monsieur qui vivait en Californie, je crois, avait observé qu'un dimanche, il s'ennuyait et qu'il voulait désherber sous ses calystémons, et puis qu'en fait, il n'y avait rien à désherber. Il dit « Oh, c'est bizarre quand même ». Donc il a demandé à sa femme a dit « Non, non, moi j'ai rien foutu de toute façon. » Bon. Et donc il s'est dit « Il y a peut-être quelque chose qui se passe ». Et comme par hasard, coup de chance, il travaillait dans une entreprise, à l'époque, je crois qui a été racheté après par Syngenta, il avait un petit labo à sa disposition. Donc il a dit, je vais analyser le sol. Et du sol, il a isolé une très belle molécule qui s'appelle la leptospermum, que voici, pour les gourmands, qu'on retrouve en fait dans beaucoup de myrtacées, parce que ce rince-bouteille, c'est une myrtacée comme l'eucalyptus, comme d'autres, etc. Voilà. Comme le manuka, la huile essentielle très en vogue pour le traitement des mammites. Et donc, ils ont pu démontrer, eux, puis d'autres essais qui ont été faits après, que cette molécule agissait en inhibant la synthèse de la chlorophylle. Bon, une plante sans chlorophylle, ça devient une endive, et à part les endives, toutes les autres, elles crèvent. Et donc, ils ont fait tout un tas d'études pour regarder un petit peu l'efficacité, et donc, cette molécule inhibe une croissance, il faut à peu près en mettre 3,5 kg par hectare. Bon, ça fait déjà une bonne quantité. Mais du coup, comme ils travaillaient chez Syngenta, ils se sont dit, on va essayer de faire mieux. Et donc, ils ont développé toute une famille qui s'appelle la famille des tricétones, parce que il y a 4 fonctions cétones, donc on appelle ça des tricétones. Et parmi les produits qui sont sortis, il y a la mésotrione, dont un des noms de spécialité, c'est Callisto. Et comme herbicide, suivant les applications, c'est variable. En gros, les doses, c'est d'ordre de 140-150 grammes par hectare. Donc, à rapprocher des 3,5 kg par hectare pour la leptospermone. Donc ça, c'est un tas de spécialités, voilà, pof. Et ils se sont demandé comment est-ce que ça pouvait passer, cette fameuse leptospermone, depuis le rince-bouteille, là, jusqu'aux plantes qui étaient à côté. Et donc, ils ont fait des expériences de radiomarquage, donc en faisant de la leptospermone radiomarquée, et après, ils ont suivi son incorporation dans le sol et puis dans d'autres plantes. Et donc, en résumé, imaginons que cette fois-ci, c'est fait à partir de notre fameux rince-bouteille. Donc, l'espèce d'araignée en dessous, en fait, c'est les racines qu'il y a dans le sol. Donc, notre tricétone migre soit par exsudation racinaire, soit par lavage par la pluie. Ça contamine le sol. Il y a ce qu'on appelle un transfert latéral, qui commence à être de plus en plus étudié. Il y a maintenant une équipe, en partie en Allemagne, avec quelqu'un qui s'appelle Novak dedans, qui a publié plusieurs articles sur le transfert d'alcaloïdes là-dedans. Donc, tout n'est pas forcément encore bien bouclé, mais le transfert latéral, c'est quand même quelque chose qui est maintenant étudié sérieusement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette fameuse leptospermone, elle monte par la sève ascendante, le xylème, et puis elle va arriver en bout de tuyau, donc l'eau s'évapore, il reste la leptospermone, donc c'est en fait dans les feuilles, et du coup, ça inhibe la formation de chlorophylle, et pouitch, voilà, ça meurt. Donc voilà le mécanisme d'action de ces molécules. Un autre exemple souvent cité, c'est le noyer. On dit, sous le noyer, quand il n'y a pas de l'eau, c'est con ça. Sous le noyer, souvent, il n'y a pas d'herbe qui pousse. Et donc, par exemple, un site de jardinier amateur, là,
publié un truc là, en juillet 2015 disant que certains végétaux ont des feuilles propriétés désherbantes, et c'est le cas du noyer avec la juglone, qui est une toxine, etc. Et donc c'est facile à utiliser, il suffit de recycler ces feuilles à l'automne, quand elles sont sèches, on les broie, tac, et puis on les met sur les endroits désherbés, il n'y a plus rien, on est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'après la littérature dans les feuilles de noyer? Donc on a cette fameuse juglone là, qui est là, donc voilà, une belle quinone, tac, naphthoquinone même. Et puis donc il y a des études qui ont étudié la répartition entre les feuilles, le brou et puis les racines. Donc là on est en milligrammes par kilo, donc c'est pas beaucoup, hein. En milligrammes par gramme, pardon, donc en pour 1000. C'est dans le brou, donc la partie qui entoure la noix, qui en a le plus. Et puis on a des variations saisonnières entre le brou et puis les feuilles. Donc vous voyez que bon, pour le brou ça ne change pas de trop, on est toujours à peu près à 10 pour 1000, donc à peu près 1%, alors que dans les feuilles il y en a vraiment très peu. Donc a priori, si on voulait mettre quelque chose, ce n'est pas les feuilles, c'est plutôt le brou. Et puis, on continue à s'intéresser à ça, ils ont vu qu'en fait, il y avait une autre molécule toute proche, un hétéroside, voilà, qui s'appelle, comme c'est marqué là, 4,5-trihydroxynaphthalène glucoside, dont les teneurs dans la feuille sont à 0,6%, et puis dans le brou, on en est à 2%. Donc en fait, on a des teneurs beaucoup, beaucoup plus importantes de cette molécule qui est en gros une réserve de juglone. Et donc un certain nombre de publications, et ça rejoint en fait des observations et des discussions qui ont été faites tout à l'heure. C'est pas donc cette hétéroside qui est active, c'est la juglone, sauf qu'elle ne se transforme pas dans le sol systématiquement en juglone. Il faut en fait un certain environnement, des qualités du sol, des propriétés d'oxydoréduction, un certain pH, et aussi certainement une flore microbienne, un environnement donc qui va faciliter ou pas la transformation de cette hétéroside en juglone. Donc en fait, cette réputation de c'est super efficace, en fait, non. On va retenir les cas où ça marche, mais il y a sûrement plein de cas où ça ne marche pas. Et donc, c'est en étudiant les cas où ça marche et les cas où ça ne marche pas qu'on peut essayer d'imaginer comment faire pour que ça fonctionne bien. Et donc, on va trouver, là encore dans la littérature, des plantes chez lesquelles ça ne marche pas du tout, voire même ça stimulerait plutôt la croissance. C'est celle de gauche. Voilà. Et puis là, certaines qui ne sont pas du tout touchées, ou au contraire, très sévèrement touchées par la présence de juglone. Et donc, il y a aussi là des notions de sélectivité qui vont intervenir. Alors, est-ce que c'est la plante elle-même qui est plus ou moins sensible, ou est-ce que c'est la plante qui ne se trouve bien que dans certains environnements microbiens et de conditions de sol? Là encore, ça ouvre la porte à plein d'expérimentations, et donc on n'a pas fini de rigoler. Un petit mot, on n'est pas loin de la fin, je crois, sur le programme Green Protect, qui est un programme qu'on a mené à l'ITEPMAI avec un certain nombre de partenaires privés et publics. C'était un programme très, très ambitieux. On a testé 500 extraits de 5 types différents sur près d'une trentaine d'espèces, mais avec tout un tas de variations, la même espèce suivant les saisons, suivant les clones, machin, etc., etc. Donc les résultats définitifs ne sont pas encore publiés. Une conclusion, c'est quand même qu'on a eu des résultats intéressants, voire très intéressants au labo, et aussi en conditions contrôlées, mais 3 petits points. Voilà. C'est-à-dire que là encore, quand on sort de conditions très contrôlées, c'est beaucoup plus difficile d'avoir de l'efficacité. Alors on avait évidemment introduit dans ces essais des témoins, on avait mis des extraits de pyrètre, des extraits de feuilles de tabac, donc de la nicotine, et bon, les tests qui ont été réalisés ont bien montré qu'effectivement ces 2 produits étaient insecticides. Mais donc voilà, ça souligne un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure sur la difficulté de passer d'essais en conditions très contrôlées à des conditions naturelles, en tout cas d'exploitation, de production agricole. Merci Denis. Donc, tu vas essayer de nous donner une note positive en partant quand même. Est-ce que finalement, on peut dire que les actifs végétaux, c'est efficace, pas efficace? Alors, en fait, la question qui se pose, qui reprend certaines des conclusions de tout à l'heure, là, c'est est-ce qu'en fait les tests qu'on va utiliser sont réellement adaptés? Faut voir que en fait, ces tests qu'on utilise actuellement sont des tests qui ont été développés pour comparer et vérifier l'efficacité de produits, généralement de produits de synthèse. Et les produits de synthèse, si on prend l'exemple de la leptospermone, la molécule naturelle, et la mésotrione, la molécule qui a été développée, qui est à peu près 30 à 40 fois plus active, les molécules de synthèse, elles ont été développées avec un objectif d'être très efficaces le plus possible et avec des délais d'action très courts. Voilà, il ne faut pas que ça soit actif au bout de 6 mois. En fait, vraisemblablement, puisqu'on a quand même des produits homologués, il y a tout un travail à faire sur comment est-ce qu'on peut évaluer la qualité, ça c'est un problème de moyens analytiques, mais surtout comment est-ce qu'on peut tester l'efficacité de ces produits naturels qui ne sont pas des produits
j'ai un problème, je traite et c'est fini, j'ai plus de problème. Il faut certainement basculer, mais bon, là je sors de mes attributions puisque donc je ne suis pas agronome, mais il faut certainement changer de façon de réfléchir et non pas se dire j'attends d'avoir un problème pour le traiter, parce que dans les produits naturels, à quelques exceptions près, on ne va sûrement pas trouver grand-chose d'efficace au champ. Par contre, il faut intégrer ça dans une réflexion beaucoup plus en amont, en disant je fais telle culture dans telles conditions, je risque d'avoir tel ou tel problème. Quelles seraient les solutions pas trop dures pour l'environnement qui me permettront d'éviter d'avoir ce problème. Bon, et après, si je suis débordé, peut-être quand même il faudra que je traite avec un produit de synthèse. Mais je pense plutôt qu'il s'agit de... On a des choses qui ne marchent pas trop mal, mais enfin, en tout cas en labo, et pour les faire passer dehors, il faut vraiment réfléchir et essayer de se dire que voilà, il faut passer d'un système d'agriculture où on règle les problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent à j'essaye de gérer les problèmes avant qu'ils apparaissent. Alors j'imagine qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué de faire ça que simplement de dire tiens, il y a un machin, crac, je traite et c'est fini. Alors, je ne sais pas si une note d'espoir, mais... Si, très bien. Merci beaucoup Denis, je crois qu'on peut l'applaudir. Il nous reste un petit peu de temps s'il y avait des questions dans la salle. Donc on va faire passer les micros. Il y a une question au milieu. Merci Denis pour l'exposé. J'ai une petite question sur l'utilisation des huiles essentielles. Donc dans une vie antérieure, j'ai été le gentil expérimentateur qui a testé des huiles essentielles au laboratoire, qui était tout content, qui est parti au champ avec son pulvérisateur sur le dos, et qui, un mois après, se rendait compte qu'à la récolte, il n'y avait aucun effet des huiles essentielles. Je crois que les mouches se moquent encore de nous, d'ailleurs. Et je voulais savoir, en fait, on s'est posé beaucoup de questions sur les méthodes d'application. On était parti sur des méthodes très, très classiques de ce qui se fait avec des produits d'origine chimique. Est-ce qu'on sait s'il y a des gens qui ont travaillé sur des méthodes d'application autres, en s'inspirant par exemple des puffers qui sont utilisés en confusion sexuelle sur pommiers, qui sont des diffuseurs automatiques qui saturent l'air en permanence dans ces cas-là d'hormones. Est-ce qu'on sait, ou est-ce que ce serait pertinent de travailler sur des modes d'application un peu alternatifs? Certainement. Après, pour vraiment avoir des informations, on est toujours dans des secteurs ultra confidentiels, donc c'est un petit peu difficile de savoir. On est dans des secteurs ultra confidentiels, puis là aussi dans des secteurs où il y a un peu les croyants et les non-croyants, donc le dialogue est toujours un petit peu difficile quand on dit moi je veux juste avoir des résultats et puis essayer de tirer des conclusions. Donc voilà. Mais je sais que des gens testent alors je ne sais pas si ça répond à la notion de plante de service, mais testent des plantes aromatiques dans certaines cultures en se disant la plante est en place, quand il fait chaud dans certaines conditions, elle va libérer tout de suite son huile essentielle, et puis elle en reproduit en permanence, et donc on peut imaginer que s'il n'y a pas trop de vent dans mon verger, il va y avoir une petite atmosphère d'huile essentielle qui peut peut-être avoir un effet répulsif, machin, etc. Alors, mais à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas encore d'essai réalisé ni publié démontrant que ça marche ou que ça ne marche pas. En théorie, ça devrait pouvoir marcher, mais voilà. Parce que tout ce qui est encapsulation, je trouve que c'est super pour ceux qui les fabriquent, quoi. Ça va faire des produits chers, parce que ultra techniques, et après, voilà, si on enfermait l'huile essentielle puis qu'on la balance sur la plante, c'est pas comme si on met ça dans un animal ou sur de la peau, où très rapidement le milieu, le pH ou les enzymes vont dégrader la capsule et libérer l'huile essentielle. Là, ça va tomber sur la plante. Si la plante elle n'a pas un casse-noix pour casser les granules, il va rien se passer, quoi. Enfin, à mon avis. Oui, donc ce que j'exprime, c'est uniquement mon avis à moi. Voilà. Du coup, moi, je voulais savoir ce qu'il y avait eu comme adjuvant. Qu'est-ce qui avait été travaillé par rapport aux adjuvants en fait, sur les huiles essentielles, parce que les phytos, souvent on met ça avec des mouillants, on met ça avec d'autres produits pour qu'ils soient plus efficaces. Du coup, pour l'huile essentielle, qu'est-ce qu'on a fait pour que justement il soit moins volatile? Je ne sais pas, je sais que là dans les essais qu'on fait avec Lidl, justement le choix de l'excipient, donc ça va être une huile, je crois, de pépins de raisin, si je ne dis pas de bêtises, et que tout le monde va utiliser la même, en protection des cultures. C'est vrai que je vois des formulations où en fait les gens disent l'huile essentielle, donc dans l'huile essentielle, il y a essentiel mais il y a aussi huile, donc ça ne se mélange pas à l'eau. Moi je veux diluer mon produit dans de l'eau. Pour que ça se dilue dans l'eau sans faire juste une grosse tache à la surface, on va mettre des mouillants.
Et du coup, pour que ça marche réellement, on va avoir des émulsions potentiellement. Et donc, je ne sais pas si dans une émulsion, ça va se relibérer aussi facilement que ça. Puis on a d'autres exemples. Alors en mémoire, on va parler de l'expérimentation, par exemple, d'huile essentielle d'origan comme insecticide. Ça marche bien, mais très rapidement, ça devient phytotoxique. Voilà. Et beaucoup d'huiles essentielles, en fait, on va avoir une activité purement physico-chimique. Tous ces produits ne sont pas miscibles à l'eau. Et en fait, tous les organismes vivants, c'est de l'eau avec plein de petits machins dedans, séparés de l'atmosphère par une couche lipidique plus ou moins étanche. Que ce soit un végétal ou un micro-organisme ou un insecte, etc. Et donc, bien souvent, les huiles essentielles, quand on les applique en quantité suffisante, ça nettoie cette couche. Et du coup, toute l'eau qui est dans l'organisme fout le camp et puis il se dessèche, quoi. Et s'il n'a pas de pastis, il a soif. Oui, Denis, d'abord je voudrais te féliciter pour ton exposé. Merci Bernard. Mais comme on est dans un grand public ce soir, je voudrais quand même rajouter quelque chose par rapport aux huiles essentielles. C'est que, croyance ou pas croyance, on a chaque année des décès à cause des huiles essentielles, que c'est un problème récurrent qui arrive dans les cendres antipoison. Et je pense que dans les messages, c'est aussi quelque chose à passer, parce que ça a tellement été vulgarisé que les gens oublient leur toxicité. Et ce qui est triste, c'est que souvent, c'est des enfants, quand on leur met ça sur la poitrine, oui, ça va leur dégager les bronches, et puis on les a après en convulsion. Donc, c'est important de rappeler qu'il ne faut pas jouer avec les huiles essentielles, en fin de compte. Je peux rien dire de plus, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de toxicité. Et en fait, une des difficultés d'utilisation d'un certain nombre d'extraits, mais en particulier les huiles essentielles, puisque aromathérapie, mot magique, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisations qui se font sans aucun contrôle ni repère. Et qu'en fait, les seules informations qui vont remonter aux autorités, en pharmacovigilance par exemple, donc en passant par les centres anti-poison, c'est les gros accidents. Et les petits bobos qui sont chiants, mais qui montrent que le produit il est plus dangereux que réellement efficace, ça ne remonte pas ces infos. Et c'est en fait un petit peu ça qui est dommage, qu'il y a plein d'utilisations qui se font, il y a plein de gens qui ont fait de l'expérimentation sur eux-mêmes, pas toujours positive, et on n'a pas cette remontée. On a juste, après, eu un empoisonnement parce qu'un gars, il s'est tapé 60 millilitres d'huile essentielle de menthe Pouillot. Il est mort, Mais voilà, est-ce que la dose, c'est vraiment les 60 millilitres, ou est-ce qu'il suffisait d'un demi-millilitre pour avoir le même effet? On n'en sait rien. Juste, les chiffres officiels, c'est... Le gars, il est arrivé au centre antipoison, on a vu qu'il s'était sifflé son flacon complet, on n'en sait pas plus, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, très très dommage. On manque de remontée d'informations. C'est pas toujours positif, on ne réussit pas toujours tous les trucs, mais ça permettrait de mieux cadrer. Voilà, si on se rend compte que telle huile essentielle, que ce soit en santé animale ou en protection des cultures, pour qu'elle soit efficace, sans parler du prix, on est à des doses qui sont létales, ou pour l'animal, ou pour la plante, c'est pas la peine de continuer. Sauf que le gars qui a grillé sa culture, il ne va pas s'en vanter. Donc c'est vraiment dommage de ne pas voir ça. Oui, moi j'avais une question. Donc j'ai travaillé pendant 6 ans là, en viticulture sur le milieu de la vigne en testant différents extraits végétaux, beaucoup tout ce qui est tisane, décoction et huile essentielle. Et justement tout ce qui est tisane et décoction, on s'est rendu compte que ça avait une efficacité mais qui était assez limitée. Souvent ça permettait d'augmenter l'efficacité du cuivre, on va dire, de 10%. Donc ce qui n'était vraiment pas suffisant pour maîtriser le milieu de la vigne. Et les huiles essentielles, comme ça a été dit à plusieurs reprises, on a très peu de résultats. Par contre, on a testé des extraits hydroalcooliques, que des extraits alcooliques de différentes plantes. Et on a une piste très intéressante sur la Killy millefeuille. Ma question, c'est, on parle beaucoup d'huile essentielle, mais pourquoi est-ce qu'on parle très peu d'extraits alcooliques? Ça semble être une piste qui pourrait être envisagée dans d'autres filières aussi. Déjà, pour rigoler, j'ai envie de dire qu'il y a alcoolique dedans et que c'est pas bien vu. Mais non, en fait, les huiles essentielles, depuis plusieurs dizaines d'années, c'est vraiment le produit super. Moi, je connais ça, j'ai des bouquins, j'ai des trucs, j'ai vu une émission, j'ai un site internet, etc. etc. Donc, plein de gens ont envie d'utiliser les huiles essentielles et ça paraît très simple. Parce qu'une huile essentielle, c'est juste qu'il y a un mot marqué sur une étiquette. La composition, les variations possibles, machin, etc. Enfin, il y a toute l'histoire de thym du Maroc, qui n'est pas du thym commun, qui est juste une espèce vraiment spécifique du Maroc, qui a une composition qui n'a rien à voir avec le thym commun. Enfin bon, il y a plein d'histoires comme ça où il y a n'importe quoi dans les flacons. Et bien souvent, les gens qui vont utiliser des huiles essentielles, ils se contentent de ce qui est marqué sur l'étiquette. Voilà.
Et en fait, les extraits hydroalcooliques, c'est encore plus compliqué. Voilà. Parce qu'en fonction du titre alcoolique, on va avoir plus ou moins des sucres présents dans la plante, et c'est souvent assez compliqué. Dans ces sucres, certains ont une activité très importante sur le végétal lui-même, en particulier le glucose, là, qui est quasiment une hormone végétale de folie qui déclenche plein de trucs, mais des sucres un petit peu plus gros, qui vont permettre la stabilisation d'autres molécules. Ces autres molécules, en fonction du système enzymatique qu'on a, vont pouvoir libérer ou pas d'autres parties qui vont ou pas être actives. Je pense que pour l'instant, c'est un peu trop rébarbatif pour les vendeurs de légendes, enfin de contes et légendes, qui se contentent pour l'instant des huiles essentielles. Voilà. Oui, Denis, je voulais... C'est Bernadette Julier. Si je voulais reformuler ta conclusion, en fait, je dirais que t'es parti dans l'idée, enfin, vous êtes parti dans l'idée d'avoir des extraits et d'en s'en servir comme un insecticide, un fongicide, etc. Et finalement, ta conclusion, c'est de dire que finalement, ces plantes aromatiques, elles seraient plutôt des plantes de service. Ben, je pense qu'effectivement, certaines pourraient être utilisées comme plantes de service, c'est-à-dire qu'elles produisent, là où on les plante, des molécules dont on espère qu'elles vont diffuser par différentes voies jusqu'au truc qui est à côté. Mais l'intérêt quand même d'utilisation d'un extrait, c'est pour ça que les médicaments à base de plantes sont le plus souvent des extraits très très purifiés, c'est qu'on aime bien, quand on fait un produit industriel, avoir une bonne prédiction de son efficacité. Et la prédiction de son efficacité, elle est liée à sa composition. Donc, plus on va avoir un extrait raffiné, mieux on va connaître sa composition, et donc plus on a de chances de pouvoir prédire la dose efficace ou les conditions d'efficacité. Alors que quand on fait une plante, bah, c'est bien, ça a plein d'avantages, sauf qu'on sait avec tous les essais qu'on fait à l'ITEPMAI que la date de coupe, il y a du vent pendant 3 jours ou pas de vent pendant 3 jours, il s'est passé un certain nombre d'événements, ça peut changer avec un facteur 1 à 3 certaines teneurs en principe actif dans les plantes. Oui, donc, c'est intéressant, des plantes, mais ça dépend là aussi de ce qu'on veut peut-être comme modèle d'agriculture. Sûrement de mettre des plantes, ça va faciliter pas mal de choses. Par contre, il faut absolument abandonner l'idée que dans ce cas-là, on va voir la résolution du problème quand il apparaît. Oui, mais en fait, ça interroge complètement les perspectives agronomiques. Est-ce qu'on lutte en amont avec des techniques culturelles, on va dire ça au sens large, ou bien on essaye d'avoir des produits chimiques, même naturels, extraits, plus ou moins extraits, plus ou moins purs, qu'on applique quand on a un problème, voire un petit peu en amont quand on suspecte qu'on pourrait avoir des problèmes. Mais c'est vraiment le modèle agronomique qui est questionné. Oui. Ben, oui. Et donc, Bruno, il faudrait changer de paradigme. On avait la finale. Donc, merci Bernadette pour cette dernière question-remarque, finalement. On va devoir arrêter ici. Nous espérons avoir éclairé chacun sur l'utilisation des extraits végétaux, principalement ceux qui sont venus spécialement pour écouter Denis. Et puis, ils sont nombreux. Voilà, ils étaient assez nombreux, malgré tout, une quarantaine. Merci à vous. Et puis, pour les personnes qui participent au colloque, rendez-vous dans la salle festive assez rapidement, s'il vous plaît. Merci. Merci.